Le projet de résolution présenté par la Russie accusant les États-Unis d'être impliqués dans le développement d'armes biologiques en Ukraine n'a pas prospéré. Au Conseil de sécurité, la demande russe a été tout simplement rejetée par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, alors qu'elle a été soutenue par la Russie et la Chine. Pour la Russie, les pays occidentaux ont montré par tous les moyens que la loi ne s'applique pas sur eux. Le décryptage du refus d'enquêter sur le programme d'armes biologiques en Ukraine avec deux mousquetaires qui sont au plateau. Ils sont bien connus de vous. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Louis Magloire Kemayo. Monsieur Kemayo, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо тебе за приглашение. Yeah, спасибо. Merci de l'invitation. Merci. Un peu de russe pour commencer cette émission. Louis Magloire Kemayo est journaliste écrivain. Il sera avec, devinez qui? Kegewe Sogoyo, l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur du Togo, journaliste lui aussi. Monsieur l'ambassadeur, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es macht mir Spaß, Ja. ihn zu einladen für, comment on dit émission en allemand? Einzuladen. Einzuladen. Ja. Das ist déjà bon, das ist schon sehr gut. Ja, danke schön. Sehr gut. Non, mais il est polyglotte en plus. Tu parles combien de langues déjà du Togo? Ben, 2 ou 3. Plus le français, plus l'allemand, plus le L'anglais. russe, l'anglais. Non, je bricole le russe, je bricole l'espagnol, je bricole beaucoup de langues, je ne parle que le français. Chapeau. Merci. Alors, donc, on va parler donc de cette enquête russe rejetée par le Conseil des Nations, enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que ça va au-delà de la surprise? Pourquoi on va être surpris? Il n'y a rien. Avant, on aurait pu être surpris, mais depuis que la guerre d'Ukraine a commencé, on n'est plus. Et rien ne nous surprend quand il s'agit de l'Occident. Parce que ces gens-là sont habitués à régenter toute la planète. Depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, ils ont fait toujours ce qu'ils veulent. Les droits de l'homme, c'est quand eux, ils peuvent aller tuer les autres. La démocratie, c'est quand ils peuvent tuer un président pour en mettre un pantin. La liberté d'expression, c'est quand personne ne les emmerde, sinon Sputnik et Russia Today, on vous boucle la gueule. Nous les petits qui venons de temps à autre parler sur les antennes, ils nous prennent pour leurs ennemis. La pauvre Nathalie Yamba, une femme qui ne demande pas tant, devient l'ennemi public numéro 1 de la France. Donc, tout ce que ces gens-là font, rien ne nous surprend. Alors, est-ce qu'on doit parler en même temps, donner une réponse à la question, pourquoi? Je crois qu'il faut aller au fond du problème pour comprendre ce qui se passe aux Nations Unies. Les Nations Unies, c'est comme si tu voyais du Kilimanjaro ou du mont Everest, le sommet enneigé, juste le sommet de quelques mètres, et que tu n'as pas idée de ce qu'il y a là-dessous. Donc, ça ne nous surprend pas, parce que le problème, ce ne sont pas les États-Unis. Laisse l'Angleterre et la France, qui sont des petits toutous qui gambadent derrière l'Amérique, ça, on oublie ça. Ce n'est même pas important. Leur avis n'est même pas important. Ils ne peuvent que suivre les États-Unis. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, et le problème, ce ne sont même pas les États-Unis qui sont en cause. C'est Biden et son fils Hunter qui sont en cause. Tous ceux qui meurent aujourd'hui en Ukraine, tous ceux qui meurent en Russie, c'est pour couvrir les méfaits du fils Biden. Je crois qu'il est temps que les gens se penchent un peu sur le fameux rapport Marco Polo, qui a été fait par un think tank, comme on les appelle, les cercles de réflexion américains. 630 pages, donc 490 ou combien de crimes avérés de Hunter Biden, avérés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça que Biden veut couvrir avec sa guerre en Ukraine. Donc quand la Russie dit ils font des choses pas très claires et qu'on doit aller au Conseil de sécurité, mais Biden et son fils savent exactement ce que la Russie est. Parce que depuis Mariupol que la Russie a pris les néo-nazis, il faut dire que le fils de Biden était à Mariupol
C'est dans les caves, les sous-sols de Mariupol, qu'ils avaient un laboratoire où ils développaient des virus, qu'ils nous distribuaient de temps à autre pour que leurs amis Big Pharma gagnent de l'argent sur notre dos. Depuis que Hunter n'est plus dans les caves de Mariupol, c'est Biden lui-même qui est sorti pour dire que Corona est fini. Est-ce que je mens? C'est Biden. Il sait que son fils n'est plus là-bas pour fabriquer des virus. Donc Corona est fini. Les gens ont protesté, on dit mais comment il peut dire ça? Pendant qu'en France, on voulait encore des confinements, des masques, et Biden dit que Corona est fini. Et il a raison, il sait de quoi il parle. Alors, si jamais Biden acceptait, je dis Biden, je ne dis pas l'Amérique, il faut faire très attention. Je dis si jamais Biden et son fils acceptaient que la plainte, ou du moins la proposition de la Russie d'enquêter sur les faits, s'ils acceptaient ça, combien la peine de mort encore aux États-Unis? Mais Biden et son fils Hunter vont finir sur des chaises électriques, ils le savent. Donc, ils n'ont fait qu'appeler au secours anglais et français, venez nous aider. La guerre d'Ukraine de plus en plus se révèle comme la tentative de quelques oligarques américano-européens de cacher des crimes innommables, et ça ne m'étonne pas, pour être bref. Louis Mogla, Kebayo, pourquoi la Russie saisit le Conseil de sécurité pour une enquête alors qu'elle l'avait ignoré quand il s'agissait de son opération militaire en Ukraine? Je crois que la guerre en Ukraine a ouvert beaucoup de brèches et surtout a fait que l'on monte en gamme dans la propagande. C'était en période de coronavirus et comme le rappelait l'ambassadeur, il y a beaucoup d'accusations qui ont été émises concernant les activités du fils de Joe Biden en Ukraine. Il n'y a pas que Mariupol qui était concerné. On parlait même de Lvov et de nombreux autres laboratoires qui auraient existé en Ukraine et qui auraient servi à des activités à la fois de recherche pharmaceutique et militaire. Et donc sur tout cela, on a répondu en disant fake news. Je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, alors que la Russie décide enfin de déposer un projet de résolution dans ce sens, que la réponse qui est donnée soit la même qu'au début, une fin de non-recevoir. Parce que non seulement on a considéré que c'était des fake news, mais on a estimé que la Russie avait une présomption de culpabilité en propagande à travers ces médias qu'on a fermés, dont on a interdit la diffusion en Europe, sur des bases, mais vraiment de présomption de culpabilité. C'est-à-dire, on imagine qu'ils vont probablement faire de la propagande, et pour empêcher qu'ils fassent de la propagande, on ferme leurs médias. Donc, si on prend ces deux éléments uniquement, et qu'on vient analyser la décision qui a été prise par les membres du Conseil de sécurité, on ne peut pas être surpris de la position qui a été la leur. Ce qui peut surprendre, c'est que la Russie ait mis autant de temps à aller devant le Conseil de sécurité pour demander que la lumière soit faite sur tout cela. Mais comment comprendre le refus de la France, de l'Angleterre, devant une demande pour qu'il y ait manifestation de la vérité? Est-ce que vous avez compris pourquoi elle a rejeté la demande du Mali d'enquêter sur l'implication de la France dans la résolution, dans la culpabilité de la France dans ses relations avec les rebelles et les terroristes au Mali? C'est pas compréhensible. Je considère que dans des situations aussi graves, on ne peut pas se contenter de donner une fin de non-recevoir sur la base de la présomption de fake news. Il faut percer, il faut crever l'abcès. Il faut donner les éléments d'appréciation de façon très concrète parce que l'ordinateur du fils de Joe Biden qui a été perdu, qui a permis que ce rapport Marco Polo soit dressé, il existe. Les éléments de l'enquête existent encore. Donc on pourrait aller piocher là-dedans pour mener une enquête digne de ce nom et faire taire les rumeurs. Si ce sont des fake news, s'il n'y a rien qui tient la route, ben, démontrez-le nous. Ils l'ont déjà montré à de nombreuses reprises. Et quand on sait que la guerre en Irak a été menée sur une base mensongère pour dire qu'ils avaient des armes de destruction massive et que ce mensonge a été étalé, prouvé à longueur de temps, la suite de l'histoire nous a montré qu'il s'agissait d'un mensonge. On ne peut pas uniquement se fier à la parole
d'un dirigeant américain ou d'un groupe de pays qui sont alliés aux États-Unis. Il faut aller beaucoup plus loin. Si vous avez menti une fois, rien ne vous empêche de mentir d'autres fois. Donc pour moi, il y a nécessité aujourd'hui, non pas seulement de se mettre sur de se dresser sur son compte à soi et de dire non, il n'y a rien à voir et de toute façon, nous sommes blancs, nous sommes blancs dans les deux sens du terme et donc nous ne pouvons pas être soupçonnés de quoi que ce soit. Non, ça ne suffit plus. Il faut aller beaucoup plus loin et satisfaire la curiosité de toutes les personnes qui estiment qu'il y a anguille sous roche. J'ai prévu 2 sous-chapitres, le rapport Marco Polo, sur lequel je vais vous interroger, de même que le lien avec la demande du Mali devant le Conseil de sécurité de l'ONU accusant la France de soutenir le terrorisme. Mais, monsieur l'ambassadeur, comment comprendre le fait que les 10 autres pays du Conseil de sécurité se soient abstenus devant un sujet aussi grave que les accusations de fabrication d'armes bactériologiques et chimiques? On peut comprendre la France, les Royaumes-Unis, les États-Unis qui ont donc fait usage de leur droit de veto, mais comment comprendre que les autres se soient abstenus? Oui, Gilles, les Nations Unies, c'est quoi? C'est une association de quartiers appartenant à l'Amérique, aux États-Unis, à Biden. Quel membre de quel conseil de sécurité? Et puis là-bas, c'est tous plus ou moins des criminels. Ils se tiennent chacun par la barbichette. Si tu parles trop de mes microbes que je fabrique à Mariupol, bon, moi, je peux parler de ce que toi, tu avais fait à tel ou tel moment. Maintenant, pourquoi l'Angleterre et la France soutiennent? Mais ils ne peuvent que soutenir parce que ce que le fils Biden a fait, la corruption, proxénétisme, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, consommation de drogue, comment on appelle ça, tout. Ce que le fils de Biden a fait, ben, il y a pour de l'argent. Depuis Poroshenko en 2016, quand Biden n'était que vice-président des États-Unis d'Amérique, il négociait des commissions 10% pour le Big Boss. Ok. Maintenant, ce que eux, ils ont fait à Washington, aux États-Unis, mais à Bruxelles se trouve une dame qui a fait la même chose, sinon pire, qui a vidé, qui a ruiné l'Union européenne avec des achats fantaisistes de soi-disant vaccins qui contenaient même moins que de l'eau de source. Alors, donc, sous la pression, la dame de Bruxelles, von der Leyen, tu sais que son mari qui est impliqué dans des histoires avec Pfizer, avec des laboratoires bidons en Italie où la dame déversait, tu t'imagines, tu es chef d'un laboratoire et ta femme déverse sur toi des torrents de financement public européen. Il a fini par démissionner, mais ce n'est pas lui qui devait démissionner parce que lui recevait l'argent, mais celui qui prenait l'argent de l'Union européenne pour lui donner indûment, c'est lui qui devait démissionner et cet autre n'est autre que sa femme. Donc, maintenant, que c'est une histoire de voleur, c'est pourquoi cette femme, elle dit non, il n'y a pas d'apaisement en Ukraine. Mais pourquoi? Parce que tant que la guerre dure, on va oublier ce qu'elle est en train de faire. Il faut que la guerre dure pour lui sauver la face à elle et à Biden. Je ne sais pas qu'est-ce que Macron va chercher dans ce panier de crabes. C'est l'excès de zèle pro-européen ou pro-américain. Sur ce point, au moins jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu quelque chose de grave qui le concernait. Mais il se bat, il va même venir jusqu'à nous en Afrique pour nous demander de soutenir l'Ukraine, qui est l'épicentre de la corruption, l'épicentre du banditisme, l'épicentre des nazis, il y a tout. Et on nous demande à nous de les soutenir. Mais nous, quand on a des problèmes, est-ce qu'on n'a jamais vu l'Ukraine? Quand on a rasé la Libye, l'Ukraine a dit quoi? Quand on est allé en Somalie, l'Ukraine a dit quoi? Quand on a envoyé des mercenaires de l'OTAN qu'on appelle djihadistes sur le Sahel, l'Ukraine a dit quoi? Et maintenant, on vient nous dire de soutenir l'Ukraine parce que la France croit qu'elle va encore recruter la chair à canon, comme ils avaient fait en 1914 à 1939-45, pour aller mourir pour les Ukrainiens. Il n'y a aucun nègre qui ira mourir pour les Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont les gens les plus racistes de la planète. Lui, Magloire Kemayo, les affaires s'accumulent. Il y a l'affaire Lafarge qui a finalement plaidé coupable en Syrie d'avoir été de connivence avec les terroristes. Il y a maintenant ces laboratoires de fabrication d'armes bactériologiques, mais c'est quand même grave. Est-ce que l'humanité ne devrait pas, les autres pays ne devraient pas saisir ce dossier pour comprendre ce qui se passe là-bas en Ukraine? Comprendre ce qui se passe en Ukraine, je ne suis pas certain que cela nous apporte grand-chose aujourd'hui. Voilà.
comprendre ce qui se passe dans les relations internationales, aux Nations Unies, dans le rapport que les États-Unis et leurs alliés ont vis-à-vis des autres pays, ça c'est très important. Parce que l'Ukraine n'est qu'une conséquence, l'Ukraine n'est pas la cause de ces problèmes-là. L'ambassadeur a dressé la liste des pays où nous avons combattu et des années, mais si vous revenez dans une période plus récente, dans le XXe siècle, la première guerre du Golfe également, on a eu des contingents africains qui sont allés se battre aux côtés des Américains pour apporter la liberté et la paix, le bonheur aux Irakiens. Pourtant, nous avons un conflit qui dure depuis 30 ans dans l'est de la RDC et qui semble n'intéresser pas grand monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement voir à quel point les privés ont pris le dessus sur l'État dans la plupart des pays industrialisés. Ils sont devenus les vrais donneurs d'ordre. Et comme les élections politiques coûtent cher, la campagne coûte cher, quand on vous donne le budget de campagne d'un candidat à la présidentielle aux États-Unis, vous avez l'impression d'avoir le budget d'un ou de deux pays africains réunis. Donc c'est quelque chose qui coûte cher et quand on vous élit, vous devez rembourser vos dettes. Vous êtes redevable de ceux qui vous ont soutenu et c'est pourquoi aujourd'hui on a toutes ces dérives-là qui arrivent. Et malheureusement cela se fait au détriment de la santé, du respect de l'écologie et même parfois simplement de la tranquillité des citoyens des pays du tiers-monde. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut interroger et se dire que si cela a déjà pu se produire 2 fois dans le Golfe, 1 fois en Ukraine et qu'en Afrique cela se produit depuis de nombreuses années déjà, il faudrait arriver à régler le problème à la source. Vous citiez les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité qui n'ont pas pris position par rapport à cela, mais c'est vrai que le Gabon préside d'ailleurs ce Conseil de sécurité pendant tout ce mois, mais quelle est la force du Gabon par rapport à cela? Qu'est-ce que le Gabon peut dire aujourd'hui aux Nations Unies qui mettent les États-Unis, la France, l'Angleterre ou n'importe quel autre pays, membre permanent en difficulté? Le Gabon ne peut rien. Et donc, en le sachant, on sait qu'on est dans un jeu où les résultats sont connus à l'avance. C'est pipé. Et donc, tant que c'est pipé, il faut trouver un moyen de faire en sorte que ce ne soit pas que les conséquences qu'on en résolve, mais qu'on résolve les problèmes à la base, qu'on résolve les problèmes, les causes des problèmes. Et qu'on ne se distrait pas à dire en Ukraine, vous voyez, il faut vraiment une indignation internationale parce que c'est insupportable, alors que ce n'est pas le seul terrain sur lequel on a besoin d'indignation et surtout d'action concrète. Donc pour moi aujourd'hui, les pays africains devraient comprendre que demander par exemple que les Nations Unies soient délocalisées vers l'Afrique est quelque chose d'important. Parce que ça permettra qu'on ne refuse plus de visa à certaines personnes parce qu'elles ne plaisent pas aux États-Unis ou qu'elles ont pris des positions qui ne plaisent pas aux États-Unis. Et donc vous êtes interdit d'aller au débat aux Nations Unies. L'ancienne présidente de la Cour pénale internationale en a fait les frais. On lui a interdit, on a annulé son visa vers les États-Unis parce qu'elle voulait enquêter sur des dirigeants américains. Donc pour moi, le mal est beaucoup plus profond que la question de l'Ukraine. Oui, moi je voudrais insister un peu sur ces laboratoires, présumés laboratoires en Ukraine, et vous interroger sur le silence des médias et des ONG des droits de l'homme qui trouvent un peu partout ici en Afrique des faits de violation. Jules, je crois qu'il faut souvent aller derrière le rideau. Si tu es ici du côté visible du rideau, tu peux poser ces questions. Ces ONG, même chez vous ici, c'est la galaxie Soros. Est-ce que tu as jamais entendu parler de Soros? Oui, George Soros. George Soros, c'est sa galaxie. C'est lui qui crée les ONG, mais les plus bizarres, les plus, comment on dit ça, tourbillonnes, celles qui créent la pagaille partout, de soi-disant révolution, partout. C'est George Soros. Vos ONG sont financées par George Soros. C'est lui qui leur dit ce qu'il faut dire. C'est lui qui leur dit quel président est bon et quel président est mauvais. Les ONG sont plus dangereuses que les partis politiques. Vos histoires de société civile, c'est plus dangereux que les partis politiques. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, personne n'ouvre. Et puis les médias. Mais c'est en Afrique, excusez-moi, que les dirigeants politiques ne font pas attention à la force des médias. Là-bas, les médias sont contrôlés. Même si tu crées un petit canard au fin fond de l'Ardèche, mais les services français s'occupent de toi. Donc, les médias, ils vivent comment? Quand on te montre en France des choses, des journalistes, des présentateurs vedettes qui ont des yachts privés, des hélicoptères, mais tu crois qu'ils gagnent ça comment? Pas tous, hein, pas tous.
Je dis certains. Les vedettes, oui. Oui, je parle des présidents. Bah, tu prends un Michel Drucker, tu prends machin. Mais ils ont des hélicos, des yachts. Mais tu crois que l'argent là vient d'où? C'est des oligarques occidentaux qui financent ces médias. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, quand on veut que le monde s'effondre, c'est pour enrichir ces oligarques. Donc, si moi je te paye, Gilles, tu ne peux pas dire ce qui ne me plaît pas. Donc, personne ne pipera mot. En France, il y a des gens qui se battent à leur niveau sur les réseaux sociaux, qui dénoncent. Mais qui les écoute? Personne ne les écoute. Tu comprends, non? Donc, le silence, dès que Biden et son fils sont impliqués jusqu'au cou, personne ne parlera. Aucun média ne parlera. Donc, tu vas voir quelques associations, justement, comme Marco Polo, qui vont dénoncer. Mais l'histoire du fils de Biden ne date pas d'aujourd'hui. C'était avant les élections de 2020. La CIA, le FBI, tous les services de renseignement avaient pour mission d'enterrer l'affaire. Ils l'ont enterré et on a dit que Trump était un affabulateur et que d'ailleurs, il boxait en dessous de la ceinture. Bon, on a fait à peine 2 ans. La vérité sort d'elle-même. Trump n'a rien dit. Il n'a plus rien dit. Il les regarde. Mais ça sort. Et aujourd'hui, ça donne la force à Trump de ressurgir et de mettre en danger le pouvoir de Biden. Mais, il faut dire quelque chose, Biden. Mais c'est un vieux sénile. Il ne réfléchit même pas correctement. Il ne sait même pas où il est. Quelquefois, si Biden s'assied par surprise, on lui dit comment tu t'appelles, il va dire ouh, j'ai oublié. Donc, ce type-là devait être chez un psychiatre ou un gérontologue, c'est-à-dire que les gens qui traitent les vieux. On l'a fait président, pourquoi? Ça veut dire que derrière, il y a le vrai président des États-Unis. Kamala Harris, la vice-présidente. Avant qu'elle ne soit vice-présidente, tu n'as jamais entendu son nom quelque part? C'est pas Clinton, c'est pas Condoleezza Rice, c'est pas Hillary, c'est pas... Non, elle n'était nulle part. On ne sait pas, peut-être on l'a pris derrière un troupeau de vaches dans le Midwest, on l'a amenée, elle est vice-présidente. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'elle représente le Big Pharma, alors que Biden, c'est le lobby des armes. Alors, qui les a mis? On les a choisis les moins efficaces possibles, les plus, excuse-moi le terme, les plus bêtes possibles. Et puis les gens sont derrière. C'est eux qui décident de la guerre en Ukraine. C'est eux qui veulent vendre leur quincaillerie. C'est eux qui veulent vendre leurs canons. Ah, Biden, tu dois envoyer ceci. L'argent qu'on dit, on envoie en Ukraine. Les Ukrainiens n'ont jamais vu la couleur de l'argent. L'argent reste aux États-Unis pour les fabricants d'armes. Les fabricants, les transporteurs, tout le monde fait son argent, sauf les Ukrainiens. Naturellement, Zelensky a sa part. Avec la junte qui l'entoure, ils ont leur part dans les paradis fiscaux. Le reste des Ukrainiens, mais ils meurent pour rien. Si tu poses la question, en Ukraine, il y a la guerre, non? Tu n'as jamais entendu que quelqu'un en Ukraine a manifesté contre la guerre? Poutine qu'on décrit comme le plus sinistre des dictateurs. Mais il y a eu des manifestations en Russie contre la guerre. Mais tu n'as jamais entendu en Ukraine qu'un citoyen ukrainien a dit que la guerre était mauvaise? Tu ne te demandes pas pourquoi? Tu crois qu'ils sont contents de mourir pour couvrir les bêtises du fils de Hunter? Non, peut-être parce que c'est l'Ukraine qui subit. C'est pas l'Ukraine qui a l'initiative. C'est pas parce que l'Ukraine subit qu'il n'y a pas des Ukrainiens qui pensent autrement que Zelensky et sa bande de mafieux et de nazis. Attention, l'Ukraine quand même, c'est au moins 40 millions d'habitants. Vous n'allez pas me dire que les 40 millions pensent comme Zelensky. Non, ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. Parce que si tu es agressé et que ton peuple se lève comme un seul homme, c'est que le peuple sait que tu es dans ton droit. Mais si c'est toi l'agresseur, c'est l'Ukraine qui est l'agresseur, ce n'est pas la Russie. C'est l'Ukraine qui, depuis 2013, sème la mort dans le Donbass. Est-ce que les gens oublient ça? Non, donc, la Russie a réagi, elle n'est pas l'agresseur. Il y a des gens en Ukraine qui se disent quand même que notre pays avait exagéré, que ce petit drogué de Zelensky a exagéré, et que depuis Poroshenko et les autres, c'est la mafia aux ordres de Biden. Je dis bien Biden, je ne dis même pas de l'Amérique. C'est depuis que Biden était vice-président en 2016 qu'il a commencé à noyauter. Il était d'ailleurs, l'Amérique lui a donné comment on dit ça, l'Ukraine comme cadeau. Bon, Biden, toi tu prends ça, c'est pour toi, tu gères ça comme tu veux. Pourquoi il a peur aujourd'hui que les républicains ne gagnent les prochaines élections? Parce que c'est que tout le monde ne suivra pas. Non, moi, je crois que sur la lecture, il y a des choses qu'on peut reprocher à la fois à Biden, à Zelensky et à tous leurs partenaires, c'est-à-dire le fait d'encourager la guerre.
le fait surtout de n'avoir pas permis que les accords de Minsk soient appliqués de façon équitable par les parties prenantes. On peut leur reprocher cela. Mais on ne peut pas reprocher à un pays de se défendre quand il y a une guerre. Ce qu'il y a eu au début de la guerre... de ne pas éviter cette guerre. Non, on peut lui reprocher... Qu'est-ce qu'elle peut faire pour... C'était de ne pas attaquer le Donbass. C'était de respecter les accords de Minsk et en plus de ne pas attaquer le Donbass. Donc l'Ukraine n'est pas innocente. Non, je comprends. Ça dit que, s'il te plaît, oui. On n'a pas l'habitude de se contredire. Oui. S'il te plaît. Oui. L'Amérique de Biden a prêté le territoire ukrainien pour déclarer la guerre à la Russie. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Malheureusement, la guerre se passe sur le territoire ukrainien et c'est les Ukrainiens qui meurent et qui souffrent. Mais il n'y a personne, aucune organisation des droits de l'homme, de ceci, de cela, de la presse, personne ne dit rien contre ça. Zelensky a prêté son pays sur la base de la corruption et des deals mafieux à l'Amérique pour croyant mettre à genoux la Russie. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui va de plus en plus à genoux. Aujourd'hui, ils font pression sur Zelensky qu'il faut à tout prix qu'il prenne Kherson pour justifier les élections. C'est juste après demain pour dire que notre argent, ça a servi à quelque chose. Oui. Mais comment l'Ukraine va prendre Kherson? Comment l'Ukraine croit compte battre les enfants et petits-enfants de ceux qui ont tenu tête aux nazis à Stalingrad? C'est pas possible. Justement, parce que le reproche qui est fait aux Ukrainiens, c'est que pendant justement la guerre de l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, les Ukrainiens sont accusés d'avoir collaboré avec les Allemands. Et donc, cette faute-là, elle leur est imputée jusqu'aujourd'hui par les Russes, qui estiment qu'ils sont encore en train de jouer un rôle qui n'est pas propre dans les relations avec les États-Unis. Ça, c'est très bien compris. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce que je reproche le plus à Zelensky, c'est de n'avoir jamais eu l'intention d'appliquer les accords signés à Minsk, que ce soit le premier ou le deuxième. Et je reproche aux partenaires de l'Ukraine de n'avoir rien fait pour que ces accords-là soient respectés. Parce que s'ils l'avaient fait, nous ne serions pas entrés dans la guerre. Et donc, au début, là où il y aurait pu y avoir des reproches, il y en a eu. Les Russes, les Ukrainiens qui ont demandé le passeport russe, l'ont fait parce qu'ils estimaient que leur pays ne les défendait plus. C'était une question de minorité à l'intérieur d'une république où elles ne sont pas reconnues comme telles, où leur langue et leur culture n'est pas respectée. Et donc, ils se sont soulevés par rapport à cela, ils ont été soutenus par la Russie, et cela a donné la guerre qui a débouché sur les deux accords de Minsk. Et donc, si personne ne peut aider l'Ukraine et la Russie à revenir autour de la table, parce que c'est le même pays quand même. C'est-à-dire quand on parle de Kievskaya russe, c'est-à-dire la Russie, Kiev russe, c'est de là que tout est parti. La Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et donc, si on a cet héritage-là, ce patrimoine qui est commun à la fois à la Biélorussie, à la Russie et à l'Ukraine, normalement, on devrait arriver à s'entendre. Mais là, on est dans une guerre fratricide qui est encouragée par les États-Unis, qui permet à l'industrie de l'armement, à l'industrie de l'armement des États-Unis, au complexe militaro-industriel, comme on dit, de faire son beurre. Et c'est dommage. C'est dommage. Oui. Les téléspectateurs vous suivent, ils vont réagir tout à l'heure dans la seconde partie. Je rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Que pensez-vous donc de ce rejet de la résolution russe prévoyant la création d'un comité composé de tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour enquêter donc sur les accusations, les allégations contre les États-Unis et l'Ukraine en relation avec leurs obligations en vertu de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la production et du stockage des substances bactériologiques, communément appelées les armes biologiques. Vos commentaires, vos questions sont attendus. Je profite donc de cette pause pour vous rappeler qu'il reste 2 semaines. 2 semaines, la Coupe du Monde va démarrer sur New World, un événement New World en Afrique subsaharienne, au-delà, pas seulement francophone, parce que les droits free-to-air sont concédés à 43 pays en Afrique subsaharienne, anglophones et francophones, et les droits payants concernant les 64 matchs à suivre sur New World Info, je dis info finalement, New World Sport, exclusivement concernant 19 pays, mais les 2 débatteurs m'ont dit la semaine dernière qui sont prêts. Est-ce que les autres sont prêts pour vivre cet événement très important finalement, Coupe du Monde Qatar 2022, certains n'en veulent pas, mais ça a l'air d'une fête qui va bien réussir, Louis Mangloire.
La Coupe du Monde de foot a toujours fédéré beaucoup de monde. Je crois que c'est l'un des événements qui rassemble le plus de monde, pas que sportif, hein, c'est vraiment une fête internationale qui rassemble les passionnés de ce sport. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui veulent boycotter cette Coupe du Monde parce que les conditions d'attribution laissent à désirer selon eux, etc. Est-ce que c'est l'occasion maintenant? Est-ce que ce n'est pas tard à se débattre? On ne change pas les règles en cours de jeu. Cette Coupe du Monde a été attribuée de façon transparente il y a de nombreuses années. Est-ce que quand elle a eu lieu en Russie, les conditions étaient réunies pour qu'elle se tienne en Russie? Est-ce qu'il n'y a pas des dictatures en Amérique latine qui ont accueilli la Coupe du Monde à un moment où ils étaient en odeur de sainteté avec les États-Unis et donc tout le monde a fermé les yeux sur les conditions dans lesquelles la Coupe du Monde se jouait, s'organisait dans des pays où les droits de l'homme n'étaient pas respectés? Je pense que c'est un faux débat. Ça se passe à un moment où en Europe, cela pose un problème au calendrier de l'UEFA, on le comprend très bien. Ça se passe à un moment où c'est l'été et où il n'y a pas assez d'argent pour organiser les fan zones comme on le fait d'habitude. Donc peut-être pour toutes ces raisons-là, l'Europe n'a pas envie de s'impliquer autant qu'elle le faisait par le passé dans la promotion de la Coupe du Monde, mais ça restera un événement planétaire parce que le centre du monde et la moitié du monde n'est pas en Europe. Elle est ailleurs. Tout le monde a le droit d'organiser une Coupe du Monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine ou les pays du monde arabe. Pour ça, si on veut fixer une règle de façon définitive, qui soit la même pour tout le monde, faisons-le après la Coupe du Monde au Qatar et disons que sur le plan éthique, on interdira désormais à certains pays d'organiser la Coupe du Monde si elles ne remplissent pas telle et telle condition. Mais ne le faisons pas en cours de jeu parce que c'est pas sérieux. Kegewe Sogoyou, on va dire que quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Hein. Écoutez, le Qatar, que je connais d'ailleurs, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a les moyens de sa politique. Et il s'est vu attribuer la Coupe du Monde. Et il a mis les moyens qu'il faut pour l'organiser, avec des stades mais inimaginables, en plein air, climatisés. Donc le Qatar a mis les moyens. Maintenant, quelques petits idéologues, parce que Qatar ne veut pas LGBT, Qatar ne veut pas ceci, nous on va boycotter, ça a quoi à voir avec le sport? Si vous avez envie d'organiser d'autres genres de sport, il y a des pays qui adorent ça, allez là-bas. Donc laissez le Qatar et la Coupe du Monde tranquille. Le Qatar a mis les moyens, c'est une grande fête que le Qatar veut organiser et je ne vois pas pourquoi quelqu'un à la dernière minute va dénoncer. On parle des ouvriers qui seraient maltraités. Mais c'est à la fin, quand on a fini de construire, il fallait le dire au début. Aller sur le terrain, enquêter. Ça aurait obligé peut-être les Qataris à mieux les traiter. Vous les avez laissés. Ils ont été maltraités. Tout le travail est fini. Et aujourd'hui, vous dénoncez quoi? Vous dénoncez quoi? Maintenant, il y a des odeurs de corruption, mais ce n'est pas la faute du Qatar. C'est ceux qui tous les jours étaient dans des avions entre Paris et Doha. Il faut leur demander si corruption il y a, qui a pris combien. Donc le Qatar est vraiment en train de faire un travail extraordinaire et planétaire en accueillant cette Coupe du Monde où tout le monde se rassemble dans la joie, dans la gaieté. Donc je boycotte, il y a quelques footballeurs, mais ce n'est pas parce que vous avez un nom, que vous êtes une célébrité, qu'il faut foutre le bordel là où il y a de l'ordre. Et New World TV est fin prêt également avec ses équipes, les équipes de Lomé, puis l'équipe de Paris autour de Christian Jean-Pierre. Tout est prêt donc pour la retransmission en direct des 64 matchs avec les commentaires d'avant-match. Tout est prêt, monsieur Kegewe Sogoyou. Oui, tout est prêt. Moi, je ne sais pas commenter les matchs, je peux commenter autre chose. Donc, amenez-moi à Doha. 2 semaines donc chrono, c'est le temps de renouveler vos abonnements et de vous procurer les décodeurs New World au prix sacrifié de 5 000 francs CFA paix, comme on dit. Retour donc à notre débat. Finalement, est-ce que le rejet de la demande d'enquête de la Russie n'est pas à prendre finalement comme la preuve de l'existence de ces laboratoires? Mais est-ce que quelqu'un cherchait la preuve et ne la trouvait pas? Nous avons tantôt parlé des lobbies de l'armement, des lobbies pharmaceutiques. Il y a un lobby qui est derrière, que personne ne voit, dont personne ne parle. C'est le lobby agricole américain. Parce que les Américains sont aujourd'hui propriétaires de moins 40% des terres agricoles de l'Ukraine. Quand on vous parle du blé ukrainien, en fait, c'est les Américains. C'est eux qui ont produit le blé, c'est eux qui le vendent. C'est pourquoi dès que la porte a été ouverte, ils ont envoyé leur blé, non pas en Afrique où on dit que nous mourrons de faim, mais à leurs amis européens
pour que et le froid et la faim ne les tuent pas. Donc, ces lobbies-là, les agriculteurs qui ont au moins 40% des terres ukrainiennes, mais eux, ils sont aussi mêlés à la guerre. Parce que si la Russie gagnait, ça ne va pas arranger leurs affaires. Donc, lobby d'armement, lobby pharmaceutique, lobby agricole, tout le monde est ligué contre Poutine, toute la planète contre Poutine. Et quand l'Iran est soupçonné, on n'a pas de preuves, hein, d'avoir envoyé 2 ou 3 mousquets, tu sais ce qu'on appelle le mousquet? Hein? Tu connais le mousquet? C'est les vieux fusils de traite des Espagnols au 14e, 15e siècle. Alors, quand l'Iran envoie un tel objet aux Russes, oh papa, c'est pas possible. On ne peut pas autoriser ça, on ne peut pas permettre ça. Alors que eux, plus de 50 pays sont ligués, envoient des armes contre la Russie, et la Russie ne dit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On dit aujourd'hui qu'on va bombarder les installations iraniennes qui fabriquent les drones. Dans ce cas, la Russie sera en droit de bombarder les usines de l'OTAN qui fabriquent les armes qu'on envoie à l'Ukraine. D'ailleurs, vous voyez l'escalade là où les gens veulent arriver. Donc, le silence, il sera toujours de mise. Peut-être si Biden et son fils bandit quittaient le pouvoir et que les autres venaient, ils ne vont quand même pas dire des choses qui vont salir toute l'Amérique. Mais ils seront moins laxistes envers ce genre de comportement. Un fils de président ne peut pas être à la fois proxénète, fabricant d'armes chimiques, organisant comment on dit ça. Mais il ne peut pas, un fils de président, c'est pas possible. Mais comme c'est les Américains, comme c'est eux les plus forts, c'est possible. Au moins ça, je sais qu'en France, ça ne serait pas possible. Et Voilà. je voulais juste, sur le même chapitre, mais concernant les armes qui sont délivrées aux belligérants, dire que la Suisse, par exemple, a interdit à l'Allemagne de livrer des munitions à la Russie, à l'Ukraine, parce qu'elle estime que sa neutralité serait violée de cette façon-là. Voilà. Donc, ce sont des positions qu'on commence à entendre. Peut-être que ça va s'étendre à d'autres pays, mais le fait est que les voix ne sont pas totalement unanimes. Elle estime, la Suisse, qu'elle a déjà beaucoup fait en appliquant les sanctions économiques de l'Union européenne, mais qu'elle se refuse de livrer des armes à une des parties belligérantes, en l'occurrence à l'Ukraine. Et comme c'est l'Allemagne qui disait qu'elle va lui en livrer, elle interdit à l'Allemagne de le faire. Oui. Mais lui, Magloire Kemayou, est-ce qu'il n'était pas plus simple d'autoriser cette enquête qui allait regrouper tous les membres du Conseil de sécurité? En tout cas, chacun devait envoyer son enquêteur. Ça veut dire que c'est un comité, on va dire, qui comporte tout le monde. Est-ce que c'est pas plus simple d'autoriser ce comité que de refuser l'enquête elle-même? Est-ce que par là, les États-Unis et les autres ne donnent pas la preuve que les laboratoires biologiques existent bel et bien? Non, c'est pas parce qu'on dit une chose que ça implique une autre. Je crois que ce serait un raccourci coupable que de faire cela. Moi, je crois en revanche que c'est une mauvaise décision. Estimer que l'on doit circuler parce qu'il n'a rien à voir, ça n'arrange jamais personne. Mais pourquoi on refuse alors? Il y a 2 mots qui ont été utilisés depuis le début de Trump d'ailleurs, avant d'arriver même à Biden, c'est fake news et propagande, plus complotisme. J'ajoute complotisme aussi parce que c'est très important de comprendre le mécanisme qui est utilisé ici pour discréditer les points de vue des autres. Pourquoi est-ce que on doit enquêter sur quelque chose qui a été étiqueté complotisme? Oui, mais justement, c'est la preuve d'aller découvrir qu'il n'y a rien. Non, je ne suis pas en train de soutenir la position, parce que, encore une fois, non, je l'explique. Oui. Je dis, j'explique que s'ils sont dans leur logique et qu'ils vont au bout de leur logique, ils n'accepteront jamais qu'il y ait une enquête, parce que pour eux, il n'y a rien à faire quand il s'agit de complots, de fake news et d'effets de déstabilisation. Pour eux, on met tout ça dans ce paquet-là et on passe, il n'y a rien à voir. Mais pour nous, qui savons que les armes de destruction massive qui avaient été présentées par Colin Powell aux Nations Unies avaient été une vaste escroquerie, on ne peut pas se contenter de cela. Et donc j'estime que, ne serait-ce que pour l'honneur et la respectabilité et des États-Unis et de leurs partenaires, il faut que toute la lumière soit faite sur cette question-là. Parce que ça a quand même amené à une guerre, et cette guerre a plongé la planète dans une situation à la fois d'austérité, voire de crise, qui n'est pas là pour 5 ans seulement, qui est là pour durer. Et donc, si on paye ce prix, on est quand même en droit de demander des informations sur les conditions dans lesquelles on est entré dans cette guerre. Alors, la question
que tu poses, reposes, triposes, je te dis qu'il n'y aura rien. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas de la dernière résolution contre l'apologie du nazisme qui a été rejetée? Il faut, si tu comprends ça, tu comprendras pourquoi ici on ne va pas permettre l'enquête, parce que dans les sous-sols d'Azovstal se trouvaient les nazis. C'est avec eux que le fils de Biden fabriquait les poisons. Alors, pourquoi tout de suite les États européens sont devenus pro-nazis jusqu'à voter contre une résolution qui veut interdire l'apologie du nazisme? Gilles, nous tous, nous sommes allés à l'école jusqu'au niveau où on enseignait la Deuxième Guerre mondiale. On nous a dit ce que c'était que le nazisme et ses méfaits. On nous a dit ce que c'était les camps de concentration. Auschwitz, Mauthausen, Treblinka, Sobibor, Dachau. Dachau que j'ai visité. J'ai visité le camp de concentration de Dachau. Je te dis, c'est pas gay. Et on nous a quand même dit que ce n'était pas le camp de concentration le plus méchant. Alors, pourquoi des gens qui ont vécu ça du fait du nazisme, aujourd'hui, ne veulent pas lutter contre l'apologie du nazisme? Tu peux m'expliquer ça? En réalité, le nazisme n'était pas mauvais. C'est la tête de Hitler, comme aujourd'hui la tête de Poutine, qui ne plaisait pas aux Européens. Sinon, je me rends compte que le nazisme, du moins pour les Européens, pas pour moi, parce que le peu que j'ai vu des méfaits du nazisme fait que je ne peux en aucun cas soutenir les nazis. Mais comme aujourd'hui tout l'Occident est mobilisé pour soutenir le nazisme, je crois qu'on doit réécrire nos livres d'histoire et nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé de 1939 à 1945 pour que nous puissions comprendre aujourd'hui pourquoi l'Occident soutient le nazisme. Alors, si une demande de la Russie, de la Grande Russie, qui détient le droit de veto devant le Conseil de sécurité des Nations Unies a été rejetée, le Mali doit oublier son affaire de plainte de convocation de la France. Contre Goliath, David aurait pu lui aussi abandonner. Pourtant, il n'a pas abandonné. On sait comment ça s'est terminé. Non, je crois que pour le moment, on est dans un rapport de force qui ne permet pas de crever l'abcès et de découvrir toute la vérité autour de cette affaire. Mais je suis certain que dans les années qui suivent, il y aura des éléments. Ce ne sera pas comme l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Moi, je crois qu'on trouvera les éléments, qu'on trouvera les coupables et qu'on trouvera les motifs également pour lesquels tout cela s'est passé. Et même si ça n'arrive pas dans les 5 ou les 10 prochaines années, je crois qu'on fera la lumière dessus parce que c'est quand même une vaste escroquerie dont le prix a été payé non pas seulement par les Ukrainiens et les Russes, mais par l'ensemble de la planète, de par les conséquences que cette guerre est en train d'avoir et dont nous n'avons pas encore mesuré toute l'étendue. Est-ce que le Mali doit oublier sa plainte? Le Mali, qu'il oublie ou non, moi je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe doit interpeller les Africains que nous sommes. Qu'il y a de justice nulle part. Qui vous défendrait si d'ici demain un pays décide de vous envahir? Qu'il n'y a aucune justice si la France jette 2 ou 3 bombes atomiques sur Bamako, Ouagadougou et Conakry, que personne ne lui demandera de compte. Il est temps, dans ce cas, quand nous sommes témoins vivants de ce genre de comportement des Occidentaux, il est temps que même aussi faibles que nous sommes, si on se mettait ensemble, on peut représenter quelque chose. Mais on ne se met pas ensemble. Il y a des Africains, des chefs d'État africains, qui sont plus royalistes que le roi, qui veulent envahir le Mali, qui veulent envahir le Burkina, qui veulent envahir le chose. Mais ils comptent sur qui pour envahir ces pays? Les Maliens se battront, on les connaît. Les Burkinabés se battront. Les Guinéens se battront. Si vous comptez surtout sur un pays qui, de son histoire, n'a jamais gagné une guerre, à part les guerres de Napoléon, si c'est ça que vous comptez, vous perdez votre temps. Donc, soyez sérieux. Nous, les Africains, on doit comprendre les leçons de tout ce qui se passe et se dire comment on peut se sauver nous-mêmes. Aujourd'hui, en Afrique centrale, il y a un autre Mali qui est en train de naître. Le gros rondouillard, Tshisekedi, il a fini par comprendre et il mobilise la jeunesse, il mobilise les Congolais pour se battre parce qu'il comptait sur les Américains, sur l'OTAN, ils ne lui seront d'aucune utilité. Ces gens ne nous seront d'aucune utilité. Défendons-nous. Et si on se défend, ils ne viendront pas. Je vous dis ce qu'il faut en Afrique, ils ne peuvent pas le faire en Asie. Pourquoi? Les Asiatiques sont unis, ils se défendent. Est-ce que vous voyez? Donc, à la limite même, on devrait perdre moins de temps à parler de ces pays et de leurs travers que de nos pays et des risques que nous encourons ensemble.
Les gens croient, les gens se disent, oh, si le Mali tombe, ce n'est pas notre affaire. Si le Burkina... Non, c'est votre affaire, vous êtes dedans. Ce qui leur arrive, vous arrivera. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit même laisser tomber ce que les Européens font. Dieu merci, la guerre d'Ukraine nous a permis de savoir qu'ils n'ont jamais respecté les droits de l'homme, qu'ils n'ont jamais été démocrates, qu'ils n'ont jamais accepté la liberté d'expression. Tout ça, quand ça arrange leurs intérêts, c'est bon. Sinon, si ça n'arrange pas leurs intérêts, c'est interdit. Je voudrais juste faire une incise. Rappelons-nous que c'est vrai, dans le contexte de mondialisation actuelle, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour réussir. Mais quand vous prenez la Shoah, quand elle s'est produite, l'État d'Israël n'existait pas. Pourtant, les Juifs ont réussi à documenter ces crimes-là et plusieurs années après, ils ont réussi à obtenir gain de cause de la part de ceux qui les avaient fait souffrir. Donc, je pense que de notre côté, même si on n'est pas encore unis et que c'est quelque chose, ce panafricanisme-là reste un rêve un peu lointain, il faudrait que nous arrivions, chacun, malgré nos divisions, à documenter suffisamment, à archiver de façon suffisamment sécuritaire pour que le moment venu, si les circonstances le permettent, nous arrivions à sortir ces éléments et à obtenir gain de cause, à obtenir justice face à nos bourreaux. Les téléspectateurs sont déjà très nombreux à vous poser des questions. Je rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Nous allons relayer leurs questions dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition de journal. Au cours de la pause, nous reviendrons donc comme promis. Brièvement, je relancerai l'ambassadeur sur le rapport Marco Polo et les conséquences qu'on peut en tirer. Est-ce que finalement les sociétés civiles, si elles existent, doivent se mobiliser pour demander la lumière sur la création supposée des laboratoires de fabrication d'armes biologiques et bactériologiques en Ukraine? On reparlera de tout ça dans un instant. Ce sera dans la seconde partie de l'E-World Forum. À tout de suite.